Bonsoir à tous et bienvenue dans ce lundi politique qui reçoit ce soir Guilhem Saltel, porte-parole des Insoumis en Guadeloupe et du candidat de ce mouvement à la présidentielle, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon. Guilhem Saltel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le collectif des Insoumis est également présent en Guadeloupe et vous faites donc campagne pour votre candidat dans cette course à l'Élysée. Vous nous direz comment votre message est perçu ici, si les Guadeloupéens y adhèrent. Nous parlerons également du programme de votre candidat pour les Outre-mer, de la recomposition du paysage politique. La gauche, dans sa forme actuelle, a-t-elle vécu? Idem pour la droite. On peut se poser la question quand on observe la percée du candidat Macron, notamment dans les sondages. Les maux de notre société, vous les connaissez: chômage, délinquance, crise économique, jeunesse en difficulté. Quelle solution pour y remédier? Cela passe-t-il par une évolution de nos institutions? On vous posera aussi la question, mais d'abord, Guilhem Saltel, difficile d'occulter la situation en Guyane qui s'est invitée dans le débat national de la présidentielle en ce début de semaine. La réponse gouvernementale est-elle suffisante selon vous ou totalement à côté de la plaque? Écoutez, cette réponse gouvernementale, elle est déjà en deux temps. On imagine qu'on va pouvoir régler le problème pour ces gens bien éloignés de la capitale en envoyant une délégation de hauts fonctionnaires et avec un ancien préfet. Bon, on sait aujourd'hui que ça ne marche pas. Les gens sur place, ils ont besoin d'avoir des interlocuteurs qui vont leur apporter les bonnes réponses et les décisions surtout qui sont nécessaires pour remettre la situation en route en Guyane. Moi, je veux dire, les Insoumis de Guadeloupe ont réagi très fort à cette situation parce que elle fait écho aux problèmes qu'on rencontre ici. Mais on va y venir sans doute tout à l'heure. Est-ce le bon timing que de lancer un tel mouvement à quelques semaines d'une présidentielle, avec le risque de voir des engagements qui pourraient être remis en cause par le futur président élu? Écoutez, c'est assez inédit effectivement d'avoir une mobilisation sociale de cette ampleur aussi près d'une échéance nationale, une échéance électorale nationale. Moi j'ai essayé de réfléchir pour voir à quelle situation ça faisait écho. J'ai pas eu trop d'exemples et c'est vrai que ça s'explique sans doute par le fait que les Guyanais ne peuvent plus attendre, quoi. On leur a tellement demandé d'attendre, on leur a tellement fait de réponses, comme à nous d'ailleurs, en disant mais ça va s'arranger, mais des solutions vont être apportées, mais les problèmes sont à l'étude, que ça craque. Voilà. Et ce qu'on voit aujourd'hui en Guyane, c'est que ça craque. Ça aurait pu craquer en Guadeloupe pour les mêmes raisons, pour les mêmes difficultés, pour les mêmes problèmes. Simplement, peut-être la présence justement et la proximité des élections ici et l'espoir que moi je sens naître dans notre pays, c'est peut-être ce qui fait que on n'a pas démarré ici en Guadeloupe. Ouais, mais on y viendra. Les problèmes sont les mêmes. Est-ce qu'on peut tout transposer? Les problématiques sont proprement guyanaises. Oui, c'est vrai. En particulier, il y en a une qui est très spécifique, c'est l'allure démographique de la Guyane. Ouais. Vous savez que nous, on a un pays dire qu'on soit soumis au même problème ici. Voilà. Alors nous, on est ici dans une population qui n'est plus une population en progrès, en nombre, qui est vieillissante. C'est pas du tout le cas de la Guyane. La Guyane, il y a une natalité débordante, et galopante, et donc il y a des besoins pour l'école qui sont des besoins encore supérieurs à ceux qu'on connaît. Mais nous aussi, on a des problèmes pour l'école. Je peux vous dire un petit peu que la situation telle qu'elle est traitée par le recteur de Guadeloupe, on n'est pas à la hauteur. On a aussi des problèmes. Bon, peut-être moins criants sur le dossier de l'école. Mais tous les autres problèmes, on les connaît. Le problème de l'eau, par exemple, qui est un problème majeur en Guadeloupe, qui n'est pas traité depuis 30 ou 50 ans. C'est un problème qui est mis en avant par les gens en Guyane. Voilà, et on pourrait multiplier les exemples. Oui, mais tout n'est pas transposable à l'infini en Guadeloupe quand même. Non, ce qui est de même nature, c'est le regard condescendant de la capitale et de la métropole. Je prends exprès le terme métropole sur la situation des Outre-mer. Vous savez, ça c'est insupportable. Moi, j'ai dû titrer sur le mépris du candidat Macron. C'est nous mépriser que de parler de l'île de la Guyane. C'est quand même quelque chose qui est insupportable. Il nous avait déjà parlé des expatriés en Guadeloupe. Vous imaginez? Voilà quand même quelqu'un qui ne connaît pas son dossier. Non seulement c'est pas sa géographie, mais il connaît pas sa population. Et moi, je me demande comment des gens en Guadeloupe ou en Guyane vont pouvoir voter pour un type comme ça, qui nous méprise à ce point, pour ne même pas savoir quel est notre cadre géographique ou notre cadre national dans lequel on se trouve. Ah, vous l'avez pas raté celle-là. Écoutez, c'est quand même choquant. C'est pas une colère feinte. Je vais vous raconter une histoire, même si on n'a pas beaucoup de temps. Moi, j'étais chef de service. Il m'arrivait de recevoir, en tant que chef de service de l'État, du courrier pour la Martinique,
pour la Guyane, pour la Réunion quelquefois, et où je disais à Paris, mais est-ce que vous savez que moi c'est la Guadeloupe? Ils disaient, mais débrouille-toi. Comme si j'allais sur la plage et que je criais à mon camarade martiniquais, approche, j'ai du courrier pour toi qui vient de Paris. Il y a un mépris quelquefois sur le regard qu'on porte sur les Outre-mer qui fait qu'on n'en peut plus, quoi. À un moment donné, c'est trop, quoi. On a une loi qui vient de sortir sur l'égalité réelle pour l'Outre-mer. L'égalité réelle pour l'Outre-mer, c'est déjà de nous connaître, de savoir comment on est structuré, comment ça fonctionne, et de pas confondre la Guadeloupe avec la Réunion. La Guyane ne paye-t-elle pas, Guilhem Saltel, les conséquences d'une évolution des institutions qu'elle a voulu, mais qui n'a peut-être pas été suffisamment pensée et pesée quant à ses implications pour l'économie locale? Oui, alors il y a sans doute de ça. Surtout, je crois que la situation qui a été difficile, que nous on n'a pas connue. Vous voyez, tout n'est pas transposable. Nous, on n'a pas été dans cette situation-là. Mais ce qui est particulièrement pénible, c'est que c'est un effort pour la nouvelle collectivité que de s'adapter, de chercher des nouvelles formes de travail. Est-ce que ça a été suffisamment préparé, tout ça? Et en plus, ça leur a coûté de l'argent. C'est-à-dire que ils ont eu des baisses de dotation sans commune mesure avec ce qu'avaient connu les départements qui ne sont pas entrés dans cette nouvelle logique institutionnelle. Donc ça, c'est très difficile. On entendait le président de la collectivité de Guyane dire que dans cette affaire, il avait perdu 9 millions là, rien que pour cette année. Bon, c'est des sommes importantes quand on a tous les besoins sociaux et sociétaux à traiter. C'est pénalisant, quoi. Alors moi, je pense que l'évolution statutaire, c'est quelque chose qu'il faut forcément qu'on examine ici ou là. Pourquoi pas? Mais je pense qu'au fond, la question de la structure de fonctionnement n'est pas... je sais qu'il y a une passion pour le débat institutionnel ici. Je sais que on aime bien remettre sur le métier l'ouvrage institutionnel, se poser la question de l'évolution institutionnelle, etc. Bon, c'est important, sans doute, mais pour nous, ça doit se faire dans un cadre nouveau. Quelle est la position des Insoumis? Ah bah là-dessus c'est clair. Hein. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon est venu ici au Gosier, il a fait un meeting et il a fait une proposition que moi je ne lui avais jamais entendue, même si je le suis avec beaucoup d'intérêt. C'est qu'il se tienne ici un congrès populaire dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle constitution de la 6e République. Autrement dit, si on le veut, et si Jean-Luc Mélenchon a les manettes, avec la démarche et la constitution d'une assemblée constituante, avec cette démarche constituante, nous aurons la possibilité, en tant que de besoin, pour tous ceux qui le veulent, de revenir sur la situation institutionnelle de la Guadeloupe, d'essayer d'imaginer pour la nouvelle constitution de la 6e République quelles pourraient être les relations, peut-être une position particulière pour les Outre-mer, peut-être aussi l'assurance de fonctionner véritablement comme une région à part entière, quoi. Et moi, je serais plutôt sur cette voie-là. Mais bon, on peut débattre. Et alors, c'est très important parce que des congrès, on en a déjà connu sur les institutions. Mais il s'agissait des congrès des élus qui tournent en rond depuis 2003, qui se mordent la queue et qui tournent en rond et qui ne trouvent pas de solution. Là, il s'agirait de redonner la parole à la population et de trancher finalement le débat en se tournant vers le peuple et peut-être en ayant un référendum pour choisir une situation institutionnelle qui serait la bonne. Très bien. Restons sur la présidentielle. Votre mouvement, les Insoumis, est mobilisé. Hein, on le voit derrière son candidat Jean-Luc Mélenchon. L'objectif, c'est quoi? Faire mieux que le candidat du PS? Ce serait déjà une victoire pour vous? Non, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de faire que Jean-Luc Mélenchon soit élu. Voilà. D'ailleurs, il l'a dit lui-même dans son discours de Rennes. Il s'étonne qu'on lui pose la question. Qu'est-ce que vous venez faire là? Mais une victoire sur le PS, ça serait une belle prise, non? Bah, écoutez, de toute façon, quand il sera élu, ça sera une victoire sur le PS. Mais l'important pour nous, c'est quand même d'aller au bout de cette logique. Et si vous voulez, je le dis avec le sourire, parce que lui, il a dit avec le sourire, mais au fond, alors que il y a quelques mois, on nous riait au nez quand on évoquait cette possibilité-là. On voit maintenant qu'on la touche du doigt. Et moi, je peux vous dire, pour faire campagne sur le terrain, que je sens une évolution dans la façon dont les gens reçoivent cette candidature, qui est une évolution étonnante. J'en suis moi-même étonné. Vous savez, d'habitude, quand vous distribuez les tracts, les gens les prennent, la ménagère le met dans son cabas, certains le plient, le mettent en 4, le plient en 4 et le mettent dans leur poche. Là, j'ai vu des gens, en grand nombre, venir vers moi pour demander le tract de Jean-Luc Mélenchon. C'est quelque chose que, en tant que militant depuis une dizaine d'années, je n'avais pas connu. Il y a un vrai intérêt pour cette candidature. Et dans beaucoup de couches de la population, dans beaucoup de catégories différentes. Très
Très bien. Et pour quel programme, quelles ambitions pour les Outre-mer? Écoutez, moi je pense d'abord que dans les Outre-mer comme ailleurs, la première qualité du programme qui s'appelle l'Avenir en commun, qui est un petit bouquin à 3 € qu'on peut se procurer partout auprès des militants, ce programme-là, qui est un programme diversifié, il vaut d'abord par son aspect social. Moi je crois que, bien sûr, il y a des choses très novatrices et on va pouvoir y venir, mais d'abord, c'est la restauration du social, le programme de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est le candidat qui va s'occuper des petites gens d'abord, qui va penser à ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté, en augmentant le minima social à 1 000 €. Pour que ce soit au moins le seuil de pauvreté, le minima social. C'est le candidat qui veut donner une 6e semaine de congé payé. C'est le candidat qui veut ramener la retraite à 60 ans, avec 40 annuités. C'est le candidat qui veut que tous les médicaments soient remboursés à 100%, et les lunettes et les soins dentaires. Vous comprenez que c'est une logique complètement différente. Qui le dit ça? Qui fait ces propositions-là? Et surtout, moi je suis persuadé qu'il a la capacité, avec le programme économique qui est derrière, de pouvoir tenir ces engagements-là. Et on voit bien que c'est un homme de parole, on voit bien de quelle façon il est déterminé. Et moi je crois que on a une chance avec son programme social. Ouais. Alors après, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Tout sur le social, c'est le candidat de la dépense publique? Alors, on peut penser ça. Bien sûr, on lui pose toujours la question. On lui pose toujours la question de savoir comment ça sera financé. Eh bien, d'abord, l'argent va à l'argent. Et il explique très bien que il y a de remettre de l'argent dans le circuit, ça va aussi recréer de l'emploi et à un moment donné permettre le paiement des taxes qui vont financer les opérations. Mais vous savez, il y a des mesures qui sont très intéressantes. Par exemple, pour financer les retraites, comment est-ce qu'on peut financer un retour, ce que certains à droite disent, un retour en arrière vers la retraite à 60 ans? Eh bien, on expliquait dans l'émission de 5 heures que Jean-Luc Mélenchon a fait sur sa chaîne YouTube, où on a parlé que du financement de ces propositions. Dans cette émission, elle expliquait très bien que il suffirait qu'on paye les femmes autant que les hommes, à compétences égales, et que rien que cet apport de salaire en plus générerait des cotisations qui permettraient de financer la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Vous vous rendez compte? Alors moi je crois que il faut quand même que ceux qui accumulent et qui pensent que la vie c'est d'accumuler de l'argent se fassent un peu de soucis si c'est Jean-Luc Mélenchon, parce que naturellement la règle va être changée. Vous l'avez vu à Paris à McDo, aller dire que c'est scandaleux que cette entreprise-là paye 0,7% de son chiffre en termes d'impôts. C'en est fini. Avec Jean-Luc Mélenchon, les Français ou ceux qui ont des intérêts français, où qu'ils soient dans le monde, ils payeront des impôts. Bon, c'est très simple. Les Américains, aux États-Unis, on arrive à le faire. Et nous, on serait pas capable de faire ça, de faire que chaque citoyen, quelle que soit sa position dans le monde, paye la totalité des impôts qu'il doit au pays. Bon, moi, je suis confiant sur les financements, et surtout, je pense que en développant l'économie de la mer, par exemple, ou en remettant les gens au travail dans l'agriculture pour avoir une agriculture vivrière qui nous fait tant défaut ici, eh bien, on va procurer du travail à plus de gens et du coup, ça va pouvoir faire que la machine tourne mieux. Quand le carnet de commandes est rempli, le patron, il regarde pas combien il faut payer les ouvriers. Il les paye parce que il sait qu'il va gagner de l'argent en faisant tourner la machine. Eh bien, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on reprenne un aspect positif. Vous savez, la France n'a jamais été aussi riche. On n'a jamais autant produit en France avec aussi peu de temps de travail. Donc il faut qu'on en profite, que tout le monde en profite. Notre modèle économique en Guadeloupe, il faut le revoir, il faut le repenser. Alors il faut le repenser totalement, et Jean-Luc Mélenchon l'a dit, s'il est élu président de la République, c'en est fini, peut-être pas comme par un coup de baguette magique, mais du système de l'économie de comptoir. On n'est pas, nous ici, destinés ad vitam aeternam à consommer ce qu'on nous envoie par le bateau. Est-ce que vous pensez normal que 95% des poulets qui sont mangés en Guadeloupe soient des poulets qui nous arrivent par le bateau? On sait pas en Guadeloupe élever ce qu'il nous faut pour aller vers l'autonomie alimentaire, bien entendu. Mais ça, il y a des forces qui sont bien en place, qui ont intérêt à ce que tout continue comme ça, à ce qu'on consomme sans se poser de questions ce qui est apporté directement par le bateau. On a grandi le port même pour essayer de nous déverser encore plus de marchandises. Eh bien, c'est naturellement, on aura besoin de l'extérieur, mais il faut aussi qu'on ait un système de protection de
de nos productions internes. Il faudra qu'à un moment donné, ce qui vient de l'extérieur, ne concurrence pas des productions locales de façon trop dure. C'est facile à faire. Hein. Ce fameux bouclier douanier dont parle votre candidat. Voilà. Alors il le dit un petit peu autrement, mais effectivement, il y a du protectionnisme solidaire. Hein, voilà, c'est le terme qu'il emploie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pas laisser rentrer n'importe quoi, produit n'importe comment, à bas prix, parce que très souvent c'est aussi de la misère qu'on importe. Vous savez, les chaussures qu'on achète pour 3 francs 6 sous, c'est des chaussures qui ont coûté très très cher aux enfants qui les produisent dans les pays d'Asie. Et donc il faut aussi qu'on sache que quand on paye pas cher cette paire de chaussures, d'abord elle s'use vite, elle tient pas, mais en plus on a au pied un petit peu de la misère des enfants qui l'ont produite. Très bien. Comment vous articulez tout ça avec le droit communautaire ? Ah, alors là, c'est effectivement un grand dossier. Mais le droit communautaire, vous savez que Jean-Luc Mélenchon, il a aussi quelques questions à poser par rapport à ça. Alors, il n'est pas question de faire la mauvaise tête et de taper trop fort sur la table en Europe, mais il n'est pas question de faire non plus comme Hollande l'a fait. On va pas, ne comptez pas sur Jean-Luc Mélenchon pour aller dire bonjour Madame Merkel, oui Madame Merkel, où est-ce que je signe pour continuer tout comme avant Madame Merkel. C'est hors de question. Cet homme-là, il va poser des conditions pour qu'on réoriente l'Europe et que pour un certain nombre de points, les traités puissent être remis en cause. Et puis, parce que la France est la France, même si c'est difficile institutionnellement, on entendra notre parole. Et si par hasard, il n'y avait pas de possibilité de s'entendre avec tout le monde, il y aurait sans doute une possibilité de s'entendre avec les pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, peut-être même de nouveaux pays qui connaissent un petit peu les mêmes difficultés que la France à l'heure actuelle et qui pourraient aller vers les mêmes solutions. Voilà, d'autres solutions sont possibles sur le plan institutionnel. Très bien. Je vois que dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, qu'il est prévu un maintien de l'octroi de mer et parallèlement plusieurs mesures protectionnistes. Oui. Comment vous faites ça? Il s'agit bien de, vous savez, on fera confiance à des techniciens, donc, pour trouver la meilleure formule. Mais l'idée qu'il y a derrière, c'est que il faut qu'on puisse ici mettre en valeur ce qu'on est capable de produire. Et il faut, en tout cas, ne pas, surtaxer les importations, c'est ce que vous voulez faire, c'est ça? Oui, et ça sera d'autant mieux possible. Oui, mais ça sera d'autant mieux possible que, on augmente les salaires. Donc, si vous voulez, le citoyen ne sera pas en situation d'être plus en difficulté pour la vie quotidienne. Donc, oui, effectivement, il faut qu'à un moment donné, on fasse payer un petit peu plus cher ce qu'on importe. Il faut aussi qu'on taxe plus ceux qui font d'énormes bénéfices sur le commerce par la voie de la mer. Il faut qu'ils payent leur quote-part. Il faut que ceux qui tiennent le port et les importations et qui ont des situations de concurrence qui sont des situations de concurrence dérisoires connaissent un petit peu la rigueur de l'impôt. Je pense qu'il faut qu'on leur demande plus, effectivement, parce que ils font des profits qui sont des profits maximum. C'est un message révolutionnaire, ça, non? C'est un message d'égalité, si vous voulez. Des temps modernes. C'est un message d'équité. Vous comprenez, on voit tellement de gens qui accumulent pour ne rien faire, qui se servent de l'argent d'ailleurs pour jouer contre les économies, en mettant l'argent dans la finance internationale et en spéculant au lieu d'investir. Regardez un petit peu l'erreur majeure faite par François Hollande, les 40 milliards du CICE. Mais cet argent-là qui a été donné aux entreprises, est-ce que ça a servi à faire de l'emploi? Très peu. Est-ce que ça a servi à faire des investissements pour qu'on produise plus et mieux et moins cher? Pas du tout. Cet argent-là a majoritairement servi à renflouer les comptes des actionnaires. Mais écoutez, c'est insupportable. Ces gens-là gagnent déjà très bien leur vie. Ils ont des parachutes dorés, ils ont des retraites chapeaux, ils ont tout ce qu'il leur faut. Et il faut encore que par l'impôt, on leur donne 40 milliards à se partager. Eh bien, moi, je pense que avec Jean-Luc Mélenchon, cet argent-là, il sera mobilisé dans l'intérêt des petites gens. Voilà pourquoi moi je valorise son programme social. Votre programme prévoit également de faire des Outre-mer des territoires pilotes de la planification écologique. Ah oui, alors ça c'est un très très beau projet et c'est quelque chose qui fait sourire parce qu'on est tellement en difficulté. Une belle phrase. Oui, c'est une belle phrase, mais qu'est-ce que ça recouvre en Guadeloupe? Est-ce que vous savez qu'en Guadeloupe les plages disparaissent? Est-ce que vous savez que on est en train de nous priver de certains avantages et je dirais de certains trésors en Guadeloupe parce que on tire de façon éhontée sur la situation de la nature. Est-ce que vous avez vu le débat à Marie-Galante sur comment est-ce qu'on va produire de l'énergie? Il faudrait qu'on importe des copeaux de bois de l'autre bout du monde pour les brûler de façon polluante à Marie-Galante pour produire de l'électricité et on a partout sous les yeux la mer qui est un trésor
de ressources où on pourrait très facilement, en exploitant la différence de température entre le haut de la mer et puis ce qui est au fond à 1 kilomètre de profondeur, ou en mettant des turbines sous-marines qui existent maintenant et qui produisent de l'électricité. Mais là, il faut avoir un petit peu d'idées, et peut-être il faut abandonner les vieilles habitudes qui sont de travailler avec les vieilles entreprises qui ne savent produire de l'électricité que de vieilles façons. Ou alors, il faudrait peut-être, et c'est ça qui rend dommage le projet des élus locaux à Marie-Galante, il faudrait peut-être rompre les accords de partenariat public-privé avec une grande entreprise comme Vinci, dont les intentions en matière de bétonnage à Marie-Galante ne sont pas tout à fait dissimulées derrière sa mobilisation sur la production d'énergie. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse attention. La planification écologique, c'est véritablement un projet fondateur. D'abord parce qu'il va relancer toute une partie de l'économie et que ça va procurer du travail et que ça va faire du bien à beaucoup de gens qui ne bossent pas. On pourrait ici avoir des chercheurs, on pourrait ici, avec la mer qu'on a sous les yeux, ouvrir de nouveaux laboratoires. On l'a fait en Martinique en plus, hein. Ils vont bientôt avoir de l'énergie produite par la mer. On pourrait nous aussi se développer à partir de là. Et au fond, le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est ça, quoi. C'est de nouvelles pistes au travers de la planification écologique, qui a d'ailleurs beaucoup d'autres aspects, hein. Je vous dis un petit mot de la règle verte. La règle verte, ça consiste à ne pas prélever dans la nature plus que ce qu'elle reconstitue. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, quand on arrive au mois d'août, on a prélevé à la mi-août, on a prélevé dans la nature tout ce qu'elle va être capable de reconstituer, mais jusqu'au 31 décembre. Et cette date avance tous les ans. Tous les ans, on prend plus, et la nature n'est plus capable de reconstituer ses propres ressources. Ce qui veut dire que c'est une démarche suicidaire. On est en train de gâcher et d'amener à son terme la planète sur laquelle on vit. Donc c'est tout à fait utile d'imposer la règle verte qui fait que on ne prélève pas plus dans la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer. Voilà. La campagne pour les Insoumis, elle s'articule comment en Guadeloupe? Ah ben écoutez, il va se passer un événement extraordinaire, c'est que on a la présence de Philippe Juravert, qui est un porte-parole national de Jean-Luc Mélenchon, qui était venu déjà avec lui en Guadeloupe et qui revient avec nous, et on fait la caravane insoumise. Donc entre le 30 mars et le 7 avril, on va nous voir partout sur le territoire. Alors, bon, naturellement, il y aura des véhicules qui vont être bien balisés, et on va s'arrêter, on va discuter avec les gens. Le porte-parole national de Jean-Luc Mélenchon sera là, donc les gens pourront discuter avec lui. Il se trouve que Philippe Juravert, c'est un Guadeloupéen qui travaille dans l'équipe de Jean-Luc, qui le sait. Hein, c'est le secrétaire national aux luttes. C'est lui qui introduit Jean-Luc Mélenchon chaque fois qu'il y a un conflit et où Jean-Luc va rencontrer les gens qui sont en conflit du travail dans les entreprises. C'est la mission de Philippe Juravert. Bon, sa famille est de Saint-Claude. Il revient au pays et il fait campagne avec nous. Une campagne mobile. Une campagne mobile, une vraie caravane pendant 8 jours. Puis naturellement, on aura beaucoup d'initiatives tout au long de cette campagne. Vous savez, nous on a ouvert à Basserres un siège qui sert un peu de siège départemental, qui est tout près de la mairie. On a plaisanté en disant on a déjà pris un siège aux Républicains, puisque c'est l'ancien siège de Laurent Bernier, l'ancien siège de campagne. Pour l'instant, on n'aura pris qu'un siège de campagne, mais on espère bien en prendre d'autres sièges. Voilà. Et on est très content d'avoir ces locaux-là, parce que ça nous permet d'avoir un bel outil. Donc on va y passer des films. Samedi 1er avril, on va voir La Sociale. On a très peu vu le film de Gilles Perret, La Sociale, qui raconte l'histoire de la sécurité sociale. On va y repasser Merci Patron. On va y passer naturellement aussi la superbe conférence de Jean-Luc Mélenchon pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'est un petit discours de 35 minutes qui est une perle qu'il faut qu'on fasse entendre ici en Guadeloupe. Au-delà de la présidentielle, il y a une autre ambition pour les Insoumis, les législatives. Oui, alors forcément, on va être présent aux législatives. On a déjà 2 candidats qui sont donc désignés et qui ont l'investiture. Sur la seconde circonscription, c'est Michel Tola, qui est un élu de Port-Louis. Voilà, et donc il se présentera sur la 2e circonscription. Et puis moi, j'aurai l'honneur de porter les couleurs de Jean-Luc Mélenchon dans la 4e, qui a un enjeu particulier parce que c'est la préfecture, quoi. Voilà. Et on y a vu quelques ministres et anciens ministres s'y présenter. On n'est pas sûr d'ailleurs qu'ils auront le courage de venir les uns et les autres faire leur bilan avec nous. Moi, j'aimerais bien que ceux qui ont eu des responsabilités ne se défilent pas trop vite
et viennent en tout cas viennent débattre, viennent en tout cas dire de quelle façon ils ont travaillé. Bon, alors ça sera plus facile sans doute pour ceux qui ont travaillé sur en venant de Basse-Terre. C'est vrai que bon, quand on regardera aux abîmes et qu'il faudra que le député sortant explique comment il a travaillé, ce sera peut-être un petit peu plus difficile. Encore un qui n'a pas envie d'y aller. Et puis il semble que les sortants cette année ne soient pas de sortie. Voilà, ouais. Ils ont envie de passer la main. On les sent pas mobilisés là. Donc nous, ça nous étonne un petit peu. On aime bien, parce que c'est aussi notre définition de l'engagement en politique. On aime bien faire en sorte que les élus rendent des comptes. Eh bien là, ça serait le moment de rendre des comptes. Vous savez que dans la nouvelle constitution qu'on veut mettre en place, Jean-Luc Mélenchon s'est prononcé pour qu'on inscrive le droit de révoquer les élus. Alors là, bon, leur mandat arrive à échéance, donc il n'est pas question de les révoquer, sous prétexte qu'ils n'ont pas tenu ce qu'ils ont promis. Mais il faut au moins qu'ils viennent rendre des comptes et qu'ils viennent débattre avec nous de leur capacité à avoir tenu leurs promesses. Ça, c'est important. Pour le fonctionnement de la démocratie, c'est important. Dans les deux autres circonscriptions? Alors, dans les deux autres circonscriptions, bon, pour l'instant, les choses ne sont pas faites. Non, pour l'instant, les choses ne sont pas faites, mais vous savez, Jean-Luc Mélenchon a dit il y aura 577 candidats, puisqu'il y a 577 circonscriptions, et bien, nous, on continue à chercher. Des hypothèses sont envisagées, mais de toute façon, il s'agira de gens venus du terrain. Voilà, ce sera des militants. On va pas aller recycler des politiques ici en mal d'étiquette nationale. On fera pas ça. Nous, on a assez de gens qui travaillent, et simplement, bon, pour un certain nombre d'entre eux, ils veulent prendre quelques garanties sur est-ce qu'ils seront assez libres pour faire une campagne, est-ce que c'est pas parce que ça sera nouveau pour certains, un petit peu difficile. Mais vous savez, les choses se préparent, et pour l'instant, l'important c'est de gagner cette présidentielle, et on peut gagner la présidentielle. Il faut surtout pas que les gens se laissent intoxiquer par les sondages. On a les moyens de gagner cette présidentielle. On voit la courbe de Jean-Luc Mélenchon qui a bougé. Le climat est complètement différent. On voit des communautés entières en Guadeloupe qui se tournent vers cette candidature-là. Donc naturellement, si tout le monde dit ah là là, je vais voter Macron contre Le Pen, c'est perdu. Il faut voter pour Jean-Luc Mélenchon parce que lui peut l'emporter et lui peut changer vraiment la donne en Guadeloupe. Le temps de la recomposition de la gauche a sonné, selon vous? Ah oui, je pense que de toute façon, on est quand même dans une situation assez exceptionnelle qui fait que bon, si on en croit les derniers sondages et si on pense que effectivement Jean-Luc Mélenchon va se trouver devant Fillon, on voit que les trois premiers à l'élection qu'on donne comme premier pour l'instant, avant qu'on soit au terme de la campagne. Les trois premiers, que ce soit le Front National, que ce soit Macron qu'on n'arrive pas à classer, ou que ce soit Jean-Luc Mélenchon, n'appartiennent pas aux deux grands partis qui ont alterné le pouvoir depuis des années. Et donc ça, déjà, c'est une situation nouvelle. Alors moi, je pense qu'effectivement, il y aura des recompositions, à droite comme à gauche. Je pense que il faudra peut-être mettre au point des outils. Vous savez, la France Insoumise, c'est un bel outil. Ça fonctionne de façon très originale. Les groupes d'appui sont autonomes, prennent des initiatives, des responsabilités. On cherche quand même encore les bonnes formules pour se coordonner, pour agir dans le même tempo, et bon, on y réussit de plus en plus. Je pense qu'il y aura à gauche effectivement une forte recomposition. Surtout si par malchance pour lui, Benoît Hamon n'arrive pas à faire les 5%. Ça va coûter cher au PS. Tous les candidats, quels qu'ils soient, doivent avoir droit au chapitre dans nos départements, y compris Marine Le Pen. Alors, bon, si vous voulez, moi je fais partie de ceux qui pensaient dans les années 90 qu'il fallait interdire le Front National. Interdire le Front National, c'est un parti qui ramasse des gens qui sont impliqués dans l'extrême droite, qui ont quelquefois un passé ou de voyous ou de ce qu'on appellerait maintenant terroriste. Bon, alors les choses ont évolué, on a laissé ce parti s'institutionnaliser, se poncer un petit peu, se rendre un petit peu plus présentable. Bon, moi je suis de ceux qui n'ont pas envie de voir le Front National s'implanter en Guadeloupe. Je pense que c'est toujours un parti raciste. Je pense que c'est un parti xénophobe. Je pense que les valeurs qu'il développe ne sont pas les valeurs qui conviennent à notre société multiculturelle ici, très diverse. Et donc, bon, il faut véritablement qu'il fasse très peu de voix. Maintenant. Ouais, mais au-delà de ça, est-ce que Marine Le Pen doit pouvoir s'exprimer en Guadeloupe et en Martinique, si elle le souhaite? Écoutez, si elle le souhaite et si elle le peut, qu'elle vienne, voyons, qu'elle vienne. Voilà. En tout cas, moi, j'irai pas l'écouter et j'inviterai les gens à lui tourner le dos et à pas aller l'écouter parce que elle n'a rien de bon à proposer pour la Guadeloupe. Guilhem Saltel, merci d'avoir été notre invité ce soir dans ce lundi politique spécial présidentiel. Merci d'avoir été des nôtres.